redire mon bonheur de vous accueillir ici. Renouveler mes remerciements à Éric Ciotti qui a fait le choix de Valence avec Guilhem Carayon. Un grand merci à tous les deux. Saluer Alexandre et Marie qui sont nos relais locaux pour les jeunes républicains. Et qui, mon cher Guilhem, exerce des responsabilités réelles dans l'équipe municipale, je t'en assure. Comme beaucoup d'autres jeunes dans l'équipe, puisqu'on avait beaucoup renouvelé entre deux mandats. Je veux saluer les présidents de groupes parlementaires, François-Xavier, Bruno, Olivier, pour lesquels on a une pensée, les nombreux parlementaires présents, Annie Genevard en particulier, et puis les locaux, je veux saluer Emmanuel Antoine, député de la Drôme, Gilbert Boucher, notre ami sénateur, et puis Marie-Pierre Mouton, présidente du département de la Drôme, parce que oui, nous avons cette chance ici, je vous l'ai dit hier, d'avoir un président de région qui est de notre famille politique, d'avoir une présidente de département qui est de notre famille politique, et d'avoir un président d'agglo et maire de Valence qui est de notre famille politique, tout simplement. Alors j'espère que vous êtes aussi heureux d'être à Valence que je suis heureux de vous y accueillir. Je vous l'ai dit hier, notre slogan lors des dernières municipales, c'était « Si bien ensemble ». Le résultat, ça a donné 60% des voix dès le premier tour avec 5 listes. Alors je le redis, ce matin, je vois Laurent qui dit une ville qui était à gauche, il a pris le plus envolé avec je crois 51%, puis la deuxième fois c'était juste 72% en toute humilité. Mais je le redis ce matin, pour nous porter bonheur à Valence avec les jeunes républicains, nous sommes si bien ensemble. Laurent Wauquiez à la région, je peux le dire aussi, nous sommes si bien ensemble, je peux en témoigner et tous les habitants de la région peuvent en témoigner, ils nous l'ont manifesté lors des dernières élections régionales. On l'a pas assez dit, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est celle qui a fait le plus gros score à droite de France. Laurent a fait rentrer notre région dans la cour des grands, la cour des forts, la cour des respectés, la cour des enviés, la cour des exemplaires. Sur tous les plans. La gestion de l'argent public, je dois dire qu'en tant que vice-président aux finances, j'ai l'impression de pouvoir parfois me reposer un peu tellement les choses sont bien gérées depuis longtemps, depuis 2015. La cour des forts, disais-je à l'instant, avec les grands équipements, les mobilités, l'aménagement du territoire, jamais la région n'a été aussi proche des élus locaux pour réaliser leurs projets et en toute confiance, la formation des jeunes, l'attractivité, l'emploi, et puis des sujets dont nous ne nous étions jamais saisis, le handicap, le sport et bien sûr la sécurité. Que n'a-t-on entendu quand au début du dernier mandat, Laurent Wauquiez a voulu investir massivement sur la sécurité de la part de nos oppositions? Ça n'était pas la compétence de la région. Nous avons mis en sécurité nos gares, nous avons mis en sécurité nos lycées, nous avons soutenu nos élus locaux pour que la ville soit un peu plus sûre, que les départements soient un peu plus sûrs, que la région soit un peu plus sûre, et nous en sommes fiers. Alors voilà de quoi donner envie et faire rêver pour la France, parce qu'on voudrait bien en dire autant pour notre pays. Et je suis convaincu, comme nombre d'entre nous, qu'avec Laurent, c'est possible. Il a une vision, il a une méthode, il a des résultats et nous l'avons démontré ici, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et plus que Depuis 2 ans, nous avons construit une belle histoire. 6 mois avant notre élection, nous étions plus que 500 adhérents, aux Jeunes Républicains. Nous sommes montés à plus de 12 000 adhérents. Nous avons reconstruit, patiemment, l'organisation de nos fédérations départementales. Le drapeau était à terre, nous l'avons relevé, comme l'a fait Éric Ciotti pour notre mouvement. Alors nous n'avons qu'un seul devoir, c'est de nous préparer aux prochaines élections européennes, puis aux élections municipales et présidentielles. Les jeunes doivent être au cœur des stratégies de conquête municipale et se préparer à exercer dans les futurs exécutifs municipaux des responsabilités réelles, pas des responsabilités de façade. La droite n'aura d'avenir
qu'avec des jeunes républicains unis, combatifs et valeureux. Je ne me suis pas engagé en politique pour assister silencieusement à l'effondrement de mon pays. Comme vous, je m'engage parce que je ne supporte pas le mépris des macronistes, la démagogie des extrêmes et par-dessus tout la manipulation de la vérité. Je me suis engagé parce que je sais qu'on peut encore changer la vie des gens. Changer la vie de cette mère de famille qui doit aujourd'hui choisir entre remplir son frigo et son réservoir de carburant. Changer la vie de ce policier qui part le matin au travail la boule au ventre et qui ne sait pas s'il va revenir le soir. Changer la vie de cet agriculteur que les technocrates de Bruxelles accablent de normes jusqu'au dégoût. Changer la vie de cette grand-mère qui, avec sa petite retraite, ne peut plus gâter ses petits-enfants. Je m'engage pour ces jeunes qui ont la tête pleine de rêves, encore et malgré tout. Je m'engage pour qu'on redonne au peuple français la fierté en son histoire. Alors, chers amis, je vous demande de ne jamais rien lâcher. Parce que la France a besoin d'une jeunesse courageuse et patriote. Nous sommes, les amis, les héritiers d'une très grande histoire. Et cette histoire a été bâtie par la jeunesse française. La jeunesse française, elle ne renonce jamais. Dans cet ancien monde dont Édouard Philippe est tellement solidaire, on a délocalisé, dérégulé, désindustrialisé. Dans cet ancien monde, on a enrichi les classes moyennes des pays pauvres, mais dans cet ancien monde, on a appauvri les classes moyennes et les classes populaires des pays riches. Cet ancien monde, je l'ai combattu avec mes compagnons tarnais aux dernières élections législatives. Un combat pour Scopelec, la plus grande coopérative de France, installée à Sorèze dans le Tarn. Cette entreprise a perdu un contrat de 150 millions d'euros qui a lié avec Orange, représentant 40% de son chiffre d'affaires. Et vous savez pourquoi? Parce qu'Orange a préféré faire affaire avec une entreprise luxembourgeoise ne payant pas d'impôts en France. La facture, c'est celle qu'ont payée par leur licenciement 800 salariés. Et je me souviens de ce que m'avait dit un jour leur délégué syndical: nous, on n'est pas cotés en bourse, on ne les intéresse pas. Personne n'a répondu à l'angoisse de ces salariés. Ni M. Macron, ni ses ministres, ni son représentant local hors sol. Alors, chers amis, aujourd'hui, la pauvreté s'est installée dans notre génération. Les 3 quarts des jeunes ont un reste à vivre de 100 €, une fois le loyer payé, 3 € par jour. La détresse des jeunes, ce n'est pas un slogan qu'on doit laisser à la France insoumise. C'est un cri d'alarme auquel les jeunes républicains doivent apporter des réponses. Création d'un fonds d'urgence pour les cas les plus dramatiques. Exonération des charges patronales pendant 2 ans pour l'embauche d'un jeune en CDI. Généralisation des bourses au mérite, publiques et privées, cher Laurent. Mes amis, tout autour de nous, il y a comme un sentiment de résignation. Un rejet des partis politiques, à l'exception de ceux qui sont aux extrêmes. Alors aux jeunes, je dis, venez chez nous. Venez peser dans notre formation politique. Notre second combat est celui de la sécurité. Il y a quelques jours, je discutais avec une amie serveuse à Toulouse qui m'avouait qu'elle ne pouvait plus travailler le soir. Elle n'est plus en sécurité en rentrant chez elle. Est-ce qu'on doit supporter longtemps, mes amis, le désordre et la violence qui se sont installés dans nos rues? Lola, Enzo, Maëlys, Grégory, ces noms sont ceux des victimes de l'ensauvagement. Leur calvaire, c'est celui d'une France qu'on n'écoute pas. De drames que l'on veut oublier pour se donner bonne conscience. Jusqu'au suivant. Ces calvaires, nous, on ne veut pas les oublier. Il y a en France un syndicat de magistrats représentant 30% d'entre eux qui fait la chenille à la fête de l'humanité et dénonce de prétendues violences policières systémiques. Personne ne peut croire à l'impartialité de ces magistrats. Bien sûr, mes amis, qu'il faudra aussi reprendre le contrôle d'une politique migratoire complètement folle, cher Éric. Comment la France peut assimiler 500 000 étrangers supplémentaires chaque année? 2 fois la population de Bordeaux, la population de Toulouse. Bien sûr, mes amis, il y a un lien entre la montée de la délinquance et l'immigration massive. Même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le reconnaît
quand il avoue que la moitié des personnes interpellées à Paris, à Lyon et à Marseille sont des étrangers. Je me souviens d'ailleurs d'un ancien ministre de l'Intérieur qui disait « À Saint-Denis, il y a 135 nationalités, mais il y en a une qui a quasiment disparu. » C'était l'époque où il y avait encore des socialistes républicains. Cet ancien ministre, c'est Jean-Pierre Chevènement. Mes amis, le combat pour l'environnement est le défi de notre génération. Le fanatisme, pas plus que la décroissance, n'est le remède au réchauffement climatique. La décroissance fera peut-être maigrir les riches, mais mourir les pauvres, les nôtres, et plus encore les pauvres des pays riches. Défendons notre souveraineté alimentaire, ce n'est pas un petit sujet. Quelle logique y a-t-il d'importer 60% de nos fruits et légumes de l'autre bout du monde? L'écologie du bon sens, c'est la relocalisation. Mais celle-ci passe par la libération du monde agricole des contraintes administratives qui pèsent sur la profession. L'écologie du bon sens, c'est reconstruire notre indépendance énergétique avec une électricité bon marché, non émettrice de CO2, souveraine, l'énergie nucléaire. Et je n'oublie pas que c'est Édouard Philippe qui a fermé Fessenheim et 13 réacteurs nucléaires, alors que dans une vie antérieure, il avait été l'un des dirigeants du groupe nucléaire Areva. Et c'est Emmanuel Macron qui, après le sabordage de la filière nucléaire, s'est résolu à importer de l'électricité allemande produite par des centrales à charbon et qui a dû réouvrir l'ancienne centrale à charbon de Saint-Aloy. C'est ça la catastrophe écologique. On ne réglera pas les problèmes de la planète contre la science, mais avec elle, ni sans reconstruire notre indépendance industrielle, dont un pacte unissant l'État, les entreprises, les syndicats et les citoyens. Alors apparemment, certains se demandent pourquoi je n'ai pas la bougeotte, pourquoi je ne monopolise pas les micros, pourquoi je ne cours pas les plateaux. Je vais le dire autrement, certains se demandent pourquoi je refuse de reproduire les schémas qui ont amené la politique à conduire notre pays sur la pente du déclin depuis 40 ans. Mais mes amis, la réponse est évidente. La réponse, elle est dans la question. Bien sûr, je vois. Bien sûr, j'entends. Bien sûr, j'observe comme vous l'agitation dans les couloirs, les jeux de rôle, les postures, les petites phrases, les maigres calculs. Et alors? Et alors, j'ai tout simplement choisi un autre chemin, et c'est ce chemin que je veux aujourd'hui vous expliquer. N'attendons que rien compris. Pensons sincèrement que l'on va sortir la politique de l'ornière en reproduisant les mêmes codes et les mêmes méthodes. Comment ne pas voir, vous qui y opposez votre enthousiasme et votre fou, où en est arrivée la politique? Noyé dans un océan de vanité dérisoire, le beau mot de politique. Le si beau mot de politique qui veut dire la vie de la cité, en est venu à susciter de l'indifférence ou du rejet. De polémiques picrocolines en indignation feinte, le naufrage de la politique nous a fait perdre de vue l'essentiel. La seule chose qui donne du sens. Le temps long, la destinée commune. Non seulement tout ceci est dérisoire, mais surtout, voilà l'écume qui nous détourne de l'essentiel. Jamais la France n'a eu autant besoin de se repenser. Et jamais la politique n'a été aussi incapable de proposer un horizon et un au-delà de la commune. Dans une politique où tout est fait pour nous happer vers le bas, je crois plus que jamais à la nécessité de reprendre de la hauteur. Demain, ce dont vous avez besoin, ce ne sont pas politiques qui parlent plus,
Demain, ce dont vous aurez besoin, ce sont de politiques qui agiront mieux. Et je vous le dis, si nous voulons retrouver la confiance de nos compatriotes, le temps politique ne doit pas se soumettre au temps médiatique. J'ai fait ce choix de l'engagement politique très tôt. Et comme je vous vois, je pense à mes premiers engagements. J'avais cet appel en moi, tout m'y portait. C'était mon chemin. Comme vous, j'aime les horizons qui transcendent. Je crois, comme vous, que l'on peut ciseler le destin d'un pays. Je pense, comme vous, que rien n'est plus beau que d'agir pour améliorer la vie des autres. J'ai toujours pensé que c'était le plus beau sens que je pouvais donner à ma vie. J'y ai beaucoup sacrifié. J'ai beaucoup demandé à ma famille. J'ai connu les joies des victoires et l'amertume des défaites. J'ai appris dans les unes comme dans les autres. J'ai essayé. J'ai recommencé. Je suis tombé. Je me suis relevé. Et rien de cela ne m'a pesé. Rien de tout cela ne m'a jamais pesé. J'ai toujours gardé cette même passion en moi et j'ai essayé à chaque fois de progresser. Mais il y a une chose en revanche que je refuse. Il y a une chose qui me pèse et que je ne veux pas que nous acceptions. Je refuse que la politique ne serve à rien. Je refuse que la politique s'habille dans la médiocrité. Je refuse que nous renoncions à redresser notre pays, Bilal. Je refuse qu'on laisse s'installer le déclin. Rien ne me fait plus de peine que quand je vois nos compatriotes perdre l'espoir. Et je crois profondément que le seul sens, la seule mission, c'est d'aller chercher le sursaut de notre pays. Et qu'il n'y a aucune fatalité sur ce chemin-là si l'on s'en donne le moyen, le courage et la détermination. En 2027, cela fera 20 ans que notre famille politique n'aura pas remporté l'élection présidentielle. 20 ans. Il est peut-être temps de prendre compte avec humilité ce qui nous a éloignés des Français. Et si nous préparons cette élection comme les autres, nous la perdrons exactement comme les autres. Si nous voulons gagner, il faut s'extraire du brouhaha et du tumulte. Il faut le faire parce que 2027 ne sera pas une élection présidentielle comme les autres. Ce ne sera pas, j'en suis convaincu, une énième conquête individuelle ou la satisfaction d'une ambition personnelle. Ce sera pour un pays épuisé par autant d'années qui l'ont amené à commettre tant d'erreurs l'heure du bon choix. Glisser définitivement dans le déclin ou y mettre un coup d'arrêt et remonter la pente. Alors il faut se réinventer. Il faut oser dire ce qui bloque et abîme notre nation. Il faut oser imaginer un nouveau modèle. Il faut prendre le temps, ce que nous ne faisons plus, d'écouter les attentes et les aspirations des Français, des attentes et des aspirations parfois contradictoires. Il faut renverser la table. Il ne faut pas emprunter les mêmes chemins et les mêmes travers. Et ne vous y trompez pas. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès politique. Cela commence par le travail que tu mènes avec courage et talent. Vous savez tous les liens qui nous unissent avec Éric. Toutes les batailles politiques des dernières années, nous les avons toutes menées ensemble. Et je veux témoigner ici ma profonde reconnaissance à Éric pour son courage, sa détermination et son talent. Je suis fier que ce soit le président de notre parti. Merci. Avec le groupe, Olivier, Bruno, toi qui amènes tellement d'idées dans notre famille politique, François-Xavier, toi qui as tellement appris et qui t'es affirmé en portant cette parole de la France à Bruxelles. Ils s'emploient ensemble à ce que nous incarnions une opposition utile, avec nos députés et nos sénateurs. Depuis Yann jusqu'à Annie, en passant par les députés de ma région, avec nos sénateurs, Valérie, Yannick, tous ceux que j'aime tant. Pour cela, mes amis,
Il est fondamental, dans cette période où nous devons offrir ce visage d'une opposition utile, de rester fidèles aux principes qui nous ont toujours guidés sous la Ve République. Dans notre famille, on ne dépose pas de motion de censure à tout va pour le simple plaisir de faire tomber un gouvernement, prenant ainsi le risque d'ajouter le chaos au désordre. Notre seule boussole est et doit rester l'intérêt supérieur de la nation. Mais je veux aussi être clair. Au moment où l'on discute du projet de loi sur l'immigration, si un texte devait heurter frontalement ce qui représente pour nous le cœur de l'intérêt national, si ce texte devait conduire à ouvrir de nouveaux appels d'air pour encore plus d'immigration, alors notre devoir serait de nous y opposer de toutes nos forces et par tous les moyens institutionnels. Mais après ce temps de l'opposition, viendra celui, et nous devons le comprendre, de dépasser ce que nous sommes et de rassembler tous ceux qui veulent aller chercher ensemble le sursaut du pays. Si je vous dis cela, c'est parce que je suis convaincu qu'il faut sortir la politique française de cette confrontation funeste entre blocs élitaires et blocs populaires qui l'épuisent. Les Français sont las de ces tensions et j'aurai besoin de votre aide pour y parvenir. Il n'y a pas une France progressiste et une France populiste. Il n'y a pas une France raisonnable et une France déraisonnable. Il n'y a pas une France moderne et une France moisie. Il y a la France. Elle est une, elle est unique et elle doit être capable de fédérer et de rassembler des Français de toutes origines. J'ai toujours pensé que c'était ce qui faisait la noblesse de la politique française. Et ceux qui espèrent rejouer 2017 ou 2022 en trouvant un clone du président du cercle de la raison, avec pour seul dessein de faire barrage au populisme, cela se trompe lourdement. Ils parient sur la lutte des classes. Ils préfèrent la fracture sociologique au débat politique. La tentation est grande, oui, vous le savez, d'enfermer la politique dans un jeu de rôle, où les uns servent d'épouvantail aux autres pour être élus par défaut, et pour qu'en fin de compte, rien ne change. Voilà dans quel non-choix il ne faut plus s'enfermer. La bien-pensance, dénuée du moindre courage, contre la rage, dénuée de la moindre crédibilité. L'époque, mes amis, exige tout l'inverse. Elle demandera que nous transcendions les clivages sociologiques et territoriaux en vue d'un seul objectif, la reconstruction. En un mot, mes amis, porter la promesse d'une réconciliation française. Et il faut commencer par s'attaquer aux racines du mal français. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que s'est-il passé? Que s'est-il donc passé dans un pays où, théoriquement, le président de la République est si puissant pour que la politique devienne un Gulliver enchaîné? Que s'est-il passé pour que le politique perde les manettes et pour qu'élection après élection, quelles que soient les personnalités qui soient choisies, rien ne change? L'immigration, la délinquance, la désindustrialisation, la dette publique, le poids des impôts. Les mêmes qui ont fermé Fessenheim parlent ensuite d'indépendance énergétique. Les mêmes qui ont laissé exploser les dépenses publiques bombent ensuite le torse contre le gaspillage. Les mêmes qui ont laissé dériver l'immigration irrégulière expliquent ensuite qu'il faut revenir sur tel accord international, ce qu'ils n'ont jamais fait, comment les croire? Et pourtant, notre pays a tellement d'atouts. Et pourtant, quand nous regardons notre pays, nous sommes tous convaincus qu'il a tout pour être à nouveau un pays de cocagne. Si seulement on le remettait la tête à l'endroit. La réalité, c'est que notre pays a basculé dans un blocage qui est très comparable à celui de la fin de la 4e République.
Notre pays s'est laissé déposséder de sa capacité d'action. Nous avons connu cela par le passé et nous avons su en sortir. Sous la 4e République, nous avons su sortir d'un parlementarisme fou qui conduisait à l'instabilité ministérielle pour redonner un élan à la France. Aujourd'hui, le mal est plus insidieux. Il se loge dans un fonctionnement de l'État profond qui a organisé le blocage du pays. Il se niche dans les rouages d'une machine bureaucratique. Il se traduit dans cette chape de plomb du politiquement correct que vous, les jeunes républicains, vous combattez avec tellement de courage. Il prend ses racines dans une autonomisation de l'administration, alors que servir est la noblesse de l'administration française. Il se manifeste, François-Xavier, dans cette décision récente d'une Cour suprême proclamant le droit des immigrés illégaux à violer nos frontières. Il s'incarne dans tous ces groupuscules d'extrême gauche qui, depuis la capitulation de Notre-Dame-des-Landes, ont pris l'habitude de bloquer notre démocratie. Mais rien de tout cela n'est une fatalité. Tout ceci peut s'inverser avec du courage. C'est en renversant ce règne de l'impuissance que la souveraineté populaire pourra à nouveau se traduire en actes. Et nous revient la tâche de rétablir un principe simple qui est au fondement de la République. Ce ne sont pas les autorités administratives, ce ne sont pas les cours suprêmes de faire la loi. C'est au peuple français, par ses représentants et par le référendum, outil fondamental auquel je suis convaincu qu'il faudra donner un nouveau rôle dans les institutions de la Ve République. Ce déblocage, si je vous en parle, avant même que nous évoquions ce que nous voulons faire sur le fond pour le pays, c'est parce que c'est le préalable à tout le reste. Et c'est précisément parce que nous n'avons pas su trancher par le passé ces nœuds gordiens et reprendre le contrôle sur le pays que nous avons échoué. Et si nous ne voulons pas échouer comme les autres, il faut commencer par cela, reprendre le contrôle politique du pays, parce que pour qu'une démocratie vive, le choix que les Français font lors des élections, qui s'incarne dans le choix des élus, doit aboutir ensuite à des majorités qui ont la capacité d'agir. Aujourd'hui, c'est devenu le règne de la politique impuissante. Par le passé, la France avait su sortir de ce piège. C'est le même défi qui est devant nous. Et je mesure l'ampleur de la tâche. Je mesure sans doute mieux que personne l'ampleur de cette tâche. Mon parcours, vous le connaissez. J'ai eu la chance d'étudier dans de grandes écoles. Et j'en suis fier. J'ai beaucoup travaillé pour cela et j'ai beaucoup appris. J'ai été élu chez moi en Haute-Loire, presque avec le même socle de confiance que Nicolas et avec les mêmes élections de conquête. J'ai eu l'honneur ensuite d'être appelé à occuper des fonctions gouvernementales. Et je me suis toujours méfié de ce piège. Perdre sa lucidité. Finir par être dévoré par la machine. Perdre la capacité à voir. J'ai toujours essayé, je n'y suis pas toujours parvenu, mais j'ai toujours essayé de garder ma lucidité. J'ai vu de près tout ce qui bloque notre pays. J'ai saisi les ressorts de cette impuissance et j'ai toujours tenté de lutter contre cette mécanique. Quand le RSA a été mis en place, j'ai dénoncé le danger de l'assistanat, à une époque où ça n'était pas populaire. Quand certains parlaient de l'identité heureuse, avec Éric, nous avons toujours refusé de fermer les yeux sur les dangers du communautarisme. Face à ces blocages de la politique nationale, j'ai fait le choix, vous le savez, de l'engagement sur le terrain. Là où on ne peut pas tromper. Là où les Français attendent le plus de résultats concrets. Comme maire, dans ma ville du Puy-en-Velay, et comme président de notre si belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Je m'y emploie avec notre équipe à redonner des valeurs claires. Ne jamais gaspiller l'argent public, n'augmenter aucun impôt. Défendre d'abord ceux qui travaillent, ce que notre pays a perdu de vue. Croire au mérite, avec des bourses pour les étudiants qui se donnent du mal. Le mérite, l'effort, ces 6 beaux mots que l'on n'ose plus aujourd'hui prononcer. Et quand l'extrême gauche, avec les Verts à Grenoble, décide d'introduire le burkini, je n'ai pas hésité un seul instant, malgré toutes les pressions, à suspendre toutes nos coopérations.
supporters anglais du Stade de France, et les Kevin et Matteo, avec quelle facilité les politiques s'empressent-ils de nier la réalité. Non, mes amis, contrairement à ce qu'on nous a dit, l'ordre n'est pas rétabli. L'ordre n'est pas rétabli quand une jeune Toulousaine de 19 ans est défigurée par 4 mineurs qui ne lui reprochaient que sa tenue. Non, l'ordre n'est pas rétabli quand un fonctionnaire de police se fait rouer de coups devant un centre commercial à Bretigny pour avoir signalé un excès de vitesse. Non, l'ordre n'est pas rétabli quand une jeune femme se fait torturer et violer à son domicile de Cherbourg par un multirécidiviste. Et si nous voulons rétablir l'ordre et retrouver notre nation, il y faudra beaucoup plus. Ce que nous avons à rebâtir, c'est tout ce qui a été déconstruit. Pas seulement la police, pas seulement l'autorité des forces républicaines, l'autorité à l'école, la transmission des savoirs et d'une fierté nationale, la maîtrise des frontières et de l'immigration, la fermeté et l'automaticité des peines, et tout simplement le respect. Restaurer l'autorité dans tous les compartiments de la société. Notre famille a toujours porté cela avec constance. Et je vous dis aussi, l'ordre seul ne suffira pas. Il faut aussi que nous donnions à notre pays un souffle. Il faut que nous redonnions à notre pays une ambition. Il faut que nous redonnions à notre pays une vision qui manque tant en ce moment dans les interventions des responsables politiques. Il faut que la France redevienne un modèle. Je veux que l'on se donne 10 ans pour que la France soit à nouveau la première nation en Europe, là où aujourd'hui nous souffrons tous d'être éliminés, aussi bien par l'Allemagne que par les États-Unis et les autres partenaires. C'est France que nous voulons. Je veux qu'elle permette à chacun d'entre vous de réaliser son projet de vie, où qu'il soit, quel que soit son parcours, ses origines, sa famille, ses aspirations, parce que c'était la promesse initiale de la République. Une France où chacun puisse s'épanouir et progresser grâce à ses efforts, à son courage, à son mérite. Alors que les illusions de la fin de l'histoire, de l'identité heureuse ou de la mondialisation sans limite s'effondrent sous nos yeux, je crois à la possibilité de bâtir ce que j'ai appelé une France des régions heureuses. Et je voudrais vous l'expliquer. La France des régions heureuses, c'est d'abord faire le choix des territoires. C'est faire le choix de l'enracinement contre le multiculturalisme sans attache. Je crois à la possibilité de construire notre pays autour de territoires qui concilient le dynamisme et la qualité de vie, à l'image de la Floride, de la Bavière, de l'Italie du Nord, à l'image de certains territoires qui se sont constitués en France et qui forcent notre respect par leur compétitivité et la qualité de vie. Je pense, Bruno, par exemple, à la Vendée, pour laquelle tu attends. Elle se retrouve à Toulouse. Elle se retrouve autour de ce que vous avez fait aux Alpes-Maritimes. Elle se retrouve dans notre région. Cette France des régions heureuses, c'est comprendre qu'il faut laisser respirer le pays et arrêter de tout imposer depuis Paris, ce qui épuise les Français à force d'être corsetés de normes et de règles. La France des régions heureuses, c'est retrouver et protéger une qualité de vie à un moment où les Français aspirent à d'autres modes de vie que d'être entassés dans des mégalopoles inhumaines. La France des régions heureuses, Guilhem, c'est faire le choix de la réindustrialisation, compter sur l'innovation de nos start-up, bien sûr, mais en lien avec un tissu industriel, au lieu de dépendre des importations. La France des régions heureuses, c'est aussi, et cela supposera que nous revenions sur certaines de nos conceptions au sein de notre famille politique. La France des régions heureuses, c'est aussi une autre vision des services publics, où l'on comprend que notre pays a besoin de services publics de proximité, que cette dépense-là est précieuse, et que celle qu'il faut traquer, c'est celle de la lourdeur administrative, pas celle des écoles ou des hôpitaux. Voilà la conviction. Donner un avenir à la France, en redécouvrant nos forces dans toute la profondeur du pays, et réconcilier les Français autour d'une ambition commune, au lieu de les laisser dans ce divorce entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Nicolas, c'est ce modèle
que tu édifies avec énergie à Valence, avec de nombreux projets de réindustrialisation. Et avec toi, avec toute notre équipe, je suis fier que notre région compte la moitié des projets de relocalisation en France, ce qui montre que c'est possible et qu'il n'y a pas de fatalité à tourner de l'État. Ce redressement de notre pays, vous l'avez compris, passera par le redressement de notre économie. Plus aucun politique ne parle sérieusement de ces enjeux. Et pourtant, c'est la seule condition durable de la prospérité pour les Français. On veut faire croire aujourd'hui aux Français que l'on peut défendre le pouvoir d'achat à coup de chèques gouvernementaux. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, accablés par le poids du gaspillage public, les Français ploient sous les impôts. Je l'ai dit simplement mais clairement. Et avec une formule que je veux précisément nette et simple, il faut rendre l'argent aux Français. Il faut rendre l'argent à la France qui travaille, il faut rendre l'argent à la France qui a travaillé toute sa vie, et cela passe par le fait de baisser le gaspillage de la dépense publique, parce que la réalité, c'est que les Français n'ont plus de pouvoir d'achat en France, parce qu'il y a trop d'impôts, et parce que nous avons laissé dériver depuis trop longtemps le gaspillage de l'argent public. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez. J'ai besoin de vous pour que nous dénoncions les choix dangereux portés par ceux qui ne sont toujours pas capables de donner ne serait-ce que leur position sur un sujet aussi fondamental que l'euro. J'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à dénoncer les choix dangereux de ceux qui, après avoir dit l'inverse, ont fait miroiter la retraite à 60 ans sans même dire comment la payer, ce qui est la pire menace pour les retraités de notre pays. J'ai besoin de vous pour dénoncer ceux qui restent aujourd'hui dans la complaisance à l'égard de l'assistanat, alors que pour moi la valeur fondamentale de notre pays, c'est que pour qu'un pays soit juste, il faut que ceux qui travaillent gagnent plus que ceux qui ne travaillent pas. C'est la première condition de notre pays. Cet argent public, celui qu'octroient royalement certains responsables gouvernementaux, mais ça n'est jamais que votre argent, ça n'est jamais que l'argent du contribuable. Pourquoi est-ce qu'avec Nicolas, nous nous employons à nous gérer avec exigence? En arrivant à la tête de notre région, on m'a expliqué qu'il était impossible de faire des économies. Nous les avons faites. Nous avons baissé de 15% les dépenses de fonctionnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, aucune collectivité n'est mieux notée par les agences financières de notre région, au moment où la France est encore menacée par la dégradation d'une agence financière, ce qui serait particulièrement humiliant par rapport à la stabilité de l'Allemagne. Ce que nous avons fait n'est pas une réussite comptable, c'est une réussite morale. Parce que contrairement à l'État, on ne lègue pas de dette à nos enfants. Parce que contrairement aux collectivités de gauche, on n'écrase pas de fiscalité supplémentaire les Français. Si on veut, on peut. Arrêtons de croire qu'un jour, le gaspillage de l'argent public est une Et je voudrais aussi vous parler d'un autre sujet. Un sujet qui, je le sais, est pour vous particulièrement important et dont nous n'avons pas toujours su parler correctement et dont je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, la classe politique parle si mal. Je voudrais aussi vous dire que relever ces défis, restaurer un dynamisme français, nous permettra également de répondre aux enjeux environnementaux. Notre famille a été trop longtemps silencieuse sur ces sujets et merci à toi, Eric, d'avoir commencé à secouer les choses. On ne peut laisser l'écologie à des extrémistes, que je suis bien placé pour connaître, pour les combattre dans ma région, dont le seul discours est d'être contre tout. Ne vous laissez pas intoxiquer par ces prophètes de malheur qui vont jusqu'à expliquer à notre jeunesse qu'il ne faudrait plus faire d'enfants sous prétexte de sauver la planète. Ce n'est pas en suicidant le génie humain que nous sauverons la Terre.
Je vous le dis, l'écologie est un sujet trop sérieux pour être laissé aux extrémistes écologistes. Emparez-vous-en. Emparez-vous de ce sujet d'écologie. Après ne plus avoir gagné une élection nationale depuis 2007, Laurent le rappelait, c'est de vous conduire à la victoire. De vous conduire à la victoire en 2027. Alors, je n'ignore pas les difficultés du moment. Je n'ignore pas les choses trappes, les embûches, les arrière-pensées. Je vois nos adversaires qui dissimulent mal leur caractère de prédation, nous regarder comme une proie qui ne resterait qu'à avaler. Je vois de chaque côté les appels non pas à l'union, à l'unité de je ne sais quelle formation politique, mais simplement le regard avide de ceux qui n'espèrent qu'une chose, nous absorber, nous diluer, nous faire disparaître. Eh bien aujourd'hui, plus que jamais, vous dites, nous disons que nous sommes là, que nous sommes debout et que nous allons gagner en 2027. Exprimer cela, ce n'est pas faire preuve d'aveuglement, d'inconscience. Naturellement, je mesure comme vous les difficultés de notre famille politique, celle qu'elle a connue. Je mesure comme vous l'ampleur de la tâche de redressement auquel nous avons tous la responsabilité dans l'unité de participer. Mais je mesure plus encore la dégradation de la situation de notre pays. Belle jeunesse de France, belle jeunesse des Républicains, vous êtes certes des militants de notre famille politique. Vous êtes pour la plupart nés avec ce siècle, un siècle où aucun des dangers, des menaces ne vous aura été épargné. L'angoisse migratoire, l'angoisse sanitaire, l'angoisse climatique, l'angoisse de la guerre. Mais oui, cette jeunesse, cette belle jeunesse, animée par nos valeurs, puisée au fond de notre histoire, elle regarde aussi avec désespérance la situation de notre pays. Nous sommes engagés dangereusement sur la pente mortelle du déclin et du déclassement. Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy, Annie Genevard tout à l'heure le rappelaient. Et ce déclin, nous le mesurons. Nous le mesurons quand nous voyons au plan économique que nous sommes tout à la fois le pays où nous dépensons le plus d'argent public et où nous payons le plus d'impôts, où chaque année nous gagnons la Coupe du Monde des impôts. Nous voulons bien entendu gagner la Coupe du Monde de rugby, comme nous avons à 2 reprises gagné la Coupe du Monde de football, mais la Coupe du Monde des impôts, nous voulons la laisser avec. Nous voyons aussi le poison de cet endettement. Bruno en a souvent parlé, qui aujourd'hui porte en lui les germes de la disparition de notre nation. Nous dépenserons au cours de l'année 2023 plus de 55 milliards d'euros. Le déclin s'incarne aussi lorsque la sécurité de nos concitoyens et donc leur liberté à se déplacer, à se mouvoir partout, jour et nuit sur tous les territoires, n'est plus garantie, n'est plus assurée, n'est plus respectée. Oui, notre liberté
n'est plus au cœur de notre pacte républicain, quand ceux qui, avec courage, ont fait vocation de nous protéger. Et je veux leur rendre hommage, nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, nos militaires. Deviennent eux-mêmes des cibles. Quand ceux qui nous protègent ne sont plus protégés, alors plus rien ne tient. Quand l'on voit que nous sommes au 45e assassinat à Marseille depuis le début de l'année, quand nous mesurons qu'il y a à peine quelques mois, dans notre pays, plus de 300 écoles ont été incendiées, plus de 500 bâtiments publics ont été détruits, que des façades de mairies ont été carbonisées, que 900 policiers et gendarmes ont été blessés, alors qu'ils ont été les garde-fous contre les menaces qui pesaient sur la République. Oui, nous mesurons combien aujourd'hui notre République est en danger. Alors, dans ce contexte, vous avez, mes amis, vous avez derrière Guilhem, parce que vous formez cette force, vous portez cet enthousiasme, vous incarnez ces valeurs, vous avez une responsabilité plus que tout autre pour redresser cette France qui sombre aujourd'hui. C'est à vous que les mains de l'avenir, ce sont dans vos mains que l'avenir de notre nation est aujourd'hui inscrit. Oui, nous avons tout à la fois cette responsabilité individuelle de tout donner à la nation que nous aimons, en retour et en récompense de ce qu'elle nous a apporté, de son histoire, de sa grandeur, de ses lumières. Mais nous avons aussi l'immense devoir de dire la vérité aux Français, d'ouvrir cette route, d'ouvrir ce chemin, dans la fidélité à des valeurs qui défendent notre identité, notre histoire, notre culture, nos modes de vie, qui disent avec force que nous sommes les héritiers d'une grande civilisation judéo-chrétienne et que nous ne voulons pas qu'elle disparaisse. Des valeurs qui portent la liberté qui est notre bien le plus cher. Et quand cette jeunesse est là, elle porte ce message de liberté. Nous voulons aussi porter cette valeur d'autorité dont nous avons tant besoin, l'autorité qui protège la société de la loi du plus fort, l'autorité qui protège la société de la loi des bandes, de la loi de ceux qui placent leurs convictions, leurs croyances, leur appartenance religieuse au-dessus des valeurs de la République. À cela, nous leur disons qu'ils ne gagneront jamais en France parce que vous êtes là et parce que vous vous lèverez contre ces menaces et contre ces dangers. Alors, aujourd'hui, c'est une route qui s'ouvre. Notre responsabilité, la mienne, à la tête de notre famille politique, est de poser sur cette route, sur ce chemin, qui doit nous conduire, et c'est l'objectif, ne le perdons pas de vue, ayons à chaque seconde cette ambition, à la victoire en 2027. Les victoires, elle se construit, elle se bâtit. Je veux dire à ceux qui regardent notre famille politique comme n'ayant que pour seul destin le ralliement à ceux qui soit ont fait effondrer la France ou soit la conduiraient dans un abîme encore plus fort. Notre seule place, la seule qui vaille, la seule digne de notre héritage, et notamment celui que nous a légué le général de Gaulle. Notre seule place, c'est la première. Oui, notre destin, c'est de retrouver cette première place, non pas par ambition, non pas par satisfaction. Bien sûr que cela nous guide, nous anime et nous donne de la force, mais tout simplement pour servir la France, pour lui donner le meilleur de nous-mêmes,
pour enrayer sa chute, pour servir de piton de rappel, alors que cette cordée dont on nous parlait en 2017 se transforme aujourd'hui dans un dangereux dévissage sur cette falaise et vers cet abîme qui a l'impression de nous aspirer de façon inéluctable. Oui, notre famille politique doit être indépendante. Elle doit être indépendante parce qu'elle est forte, parce qu'elle a cet héritage, parce que vous êtes là, parce qu'elle est la première force politique en termes de militants, parce qu'elle est la première force politique en termes de territoire, avec les maires, avec les élus départementaux, avec les élus régionaux, avec nos sénateurs qui ont remporté Bruno, avec Gérard Larcher, une magnifique victoire dimanche dernier qui nous donne la majorité du Président de la République. Parce que notre famille politique doit être aussi celle des idées, celle du projet. J'annoncerai demain une réorganisation de notre famille politique qui donnera encore plus de place à nos idées, à nos valeurs. Je veux que les Républicains deviennent le parti des idées. Je veux demain, Laurent le rappelait, que notre famille politique devienne celle de la baisse des impôts. Nous avons des objectifs de politique publique à installer. Pour cela, il faut travailler, réfléchir, débattre, être innovant dans un monde qui bouge, qui n'est plus le même que celui que nous avons connu, qui doit prendre en compte de nouvelles aspirations, notamment en matière de travail, notamment en matière de défis climatiques, notamment en matière d'intelligence artificielle. Nous voyons bien que notre monde est à un tournant. Il faut savoir appréhender ce tournant, il faut savoir y apporter des réponses. Nous le ferons par les idées, nous le ferons par le projet, et nous allons y travailler avec force. Le parti de la baisse des impôts, le parti de l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, qui embrasse beaucoup de perspectives. Nous ne sommes pas les comptables de tel ou tel chiffre. Nous sommes les artisans du redressement d'une ambition collective où chacun trouvera sa place dans une société plus juste, dans une société qui promet et qui promeut le talent, le mérite, qui récompense l'effort. Dire que nous voulons demain l'augmentation de l'espérance de vie, c'est bien sûr répondre par la science aux défis climatiques, c'est bien sûr répondre par l'humanité aux défis de la dépendance, c'est bien sûr, cher Yannick Neder, répondre aux défis d'une meilleure santé face à un système qui s'effondre. C'est tout cela qui doit nous guider alors que nous mesurons des inégalités qui s'installent. Comment pouvons-nous accepter qu'entre les grandes métropoles de notre territoire et les plus petits villages de nos zones rurales, il y ait un écart d'espérance de vie de 2 ans aujourd'hui? Cette inégalité, elle n'est pas acceptable. Merci à Laurent d'avoir porté hier ce grand projet pour l'égalité des territoires, pour le respect du monde rural, en refusant notamment cette approche technocratique qui s'incarne dans ces acronymes, qui sont les zones de zéro artificialisation nette, qui sont dans les DPE, qui sont dans cette accumulation de normes technocratiques qui ne risquent que de déconstruire notre pays sans jamais le protéger. Voilà, mes amis, tous les défis qui s'annoncent. Voilà tous les défis qui sont devant nous. En 1 an, nous avons beaucoup travaillé. Merci à Guilhem, merci à Nicolas, merci à Laurent. Merci à Yves Genevard, notre secrétaire général, à nos parlementaires qui sont ici, Valérie Boyer, Stéphane Piednoir, à Emmanuel Antoine, député de la Drôme, à François-Xavier Bellamy, à Yann Boucard, à Geoffroy Didier, ici,
aussi à notre sénateur Gilbert Boucher, que je salue avec amitié, qui est là aujourd'hui. Oui, nous avons travaillé. Et je veux remercier du fond du cœur Bruno Retailleau. Nous avons été concurrents. L'année dernière, nous n'avons jamais été adversaires, tellement nos idées sont communes. Vous avez, quasiment à parité, fait un choix. Mais en tout cas, je veux dire à Bruno combien je suis heureux qu'il ait porté cet esprit d'unité dans notre famille politique. Et c'est essentiel qu'on soit aujourd'hui unis. Aucune force ne doit être absente, tellement les défis sont majeurs, tellement la tâche est grande. Oui, nous avons porté l'école de formation Georges Mandel, le média, une certaine idée, un contre-gouvernement. Oui, nous avons avancé grâce à l'unité entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la question et la réponse migratoire, qui est sans doute le défi le plus lourd qui est posé devant nous et devant les jeunes générations. Oui, nous avons pris nos responsabilités, et je le dis et je le revendique, sur la question des retraites. N'avoir pas eu cette attitude aurait été une agression vis-à-vis des jeunes générations qui auraient eu à payer le prix de nos inconsistances. Oui, tout cela, nous l'avons fait. Tout cela, nous continuerons à le faire. Mais les défis sont encore plus lourds, encore plus immenses, avec notre histoire, avec nos valeurs, avec vous, avec la force des jeunes républicains. Et merci à Guilhem de lui avoir donné cette impulsion. Nous les relèverons dans la fidélité à nos valeurs. Et bien entendu, Bruno, François-Xavier l'avait dit tout à l'heure, en ayant aussi le courage, parce que c'est l'honneur de la politique, de penser à nos frères d'Arménie, à ce pays dont nous avons pour dire à l'Europe qu'il faut qu'elle sorte de sa lâcheté pour défendre aujourd'hui le peuple arménien. Dire que nous devons rompre toute relation diplomatique avec l'Azerbaïdjan, que nous devons installer des sanctions très fortes, que nous devons prendre des initiatives beaucoup plus fortes devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le devoir de la France, c'est le devoir de notre famille politique de le dire, de l'exprimer avec force, parce que cela participe aussi de l'honneur de la politique et de la grandeur d'une nation que nous voulons voir demain retrouver la première place au service de valeurs qui ont fait et qui ont forgé ce que nous sommes, qui nous donnent une place, une mission si singulière, si spécifique, celle de construire et celle de relever la France que nous aimons.